Bien, je crois que M. Coiffier va arriver tout à l'heure, donc on a donné le pouvoir. On va pouvoir commencer la séance. Déjà, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Donc 17 points à l'ordre du jour aujourd'hui, un CRC assez chargé. Je commence d'abord par faire l'appel. Donc tu as fait quel mot? Présent. Christiane Nequet. Sébastien Martin. Présent. Maud Dalissier. Agnès Moya. Béatrice Ferro absente. Dominique Paty. Excellent. Corinne Brie. Présente. Denis Gilles a donné le pouvoir à Sébastien Martin. Lélie Masson. Présente. Jérôme Mézier. Présent. Angélique Pillard. Présente. Sandrine Nardin. Cyril Coiffier m'a donné le pouvoir. Atman Fed. Présent. Louis Quedier. Présent. Christian Cauchois. Présent. Et Valérie Clary. Présente. Merci beaucoup. On commence par la désignation du ou de la secrétaire de séance. Alors, qui veut bien être secrétaire de séance ce soir? Ça suscite toujours un très grand enthousiasme. Merci. Parfait. On passe à l'adoption du procès verbal du 31 mars 2023. Est-ce qu'il y avait des remarques concernant ce procès verbal? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc, adopté, à l'unanimité. Merci. Donc le point numéro 1, donc le tirage au sort des jurés d'assises. Alors je vais me munir de la liste générale. Je regarde Loïc parce que c'est le plus jeune, on va commencer par toi. Donc tu vas me donner, si tu veux bien, une page entre 1 et 181. 120. Merci. Alors, 120. Parfait. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. « 120, très bien. Et donc, un numéro entre 1 et 16. Donc, il s'agit de Lecros Joanne Willy, qui est né donc, le 26-02 en 1946. C'est bon pour vous? Bien. Vous n'avez pas bien vous donner une page entre 99. 99. Très bien. Et un numéro entre 1 et 16. 12. Non, mais il y a deux pages. Oui, mais c'est 99, c'est ça. Elles sont numérotées, page 99, page 5. Oui, c'est ça, mais il y a 16 personnes. Donc, par même, finalement. D'accord, on est d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez mis le 10. Donc, Hubert Pascal Maurice Ernest, qui est né le 30-05 1967. Et enfin, donc, un dernier. Allez, Angélique. 33. Le dernier numéro, donc 4. 4. Donc, il s'agit de Carpentier Cédric Dominique, qui est né donc le 07-5 1988. Qui habite à la Fontaine-du-Long. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous allons passer au point 2, la convention d'adhésion avec le CD 27. Donc c'est une adhésion à une convention d'inspection en matière d'hygiène et sécurité du travail. Donc il peut être satisfait à cette obligation en désignant donc un agent soit en interne, soit en passant une convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Cette mission d'inspection consiste notamment
à vérifier les conditions d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et de proposer à l'autorité territoriale toutes les mesures qui lui paraissent de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure propose ce service aux collectivités et aux établissements n'ayant pas d'actifs. La Commission Finances et Affaires Générales réunie donc le 7 juin 2023 a donné son avis favorable. Le Comité social territorial réuni le 19 juin 2023 a donné un avis favorable à l'unanimité des deux collèges. Il vous est donc proposé ce soir, article 1, le CDG 27 assurera la mission d'inspection d'hygiène et de sécurité pour la mise à disposition d'un ACFI. Vous l'autorisez à signer la convention relative à l'adhésion de la mission d'inspection d'hygiène et de sécurité du CDG 27, telle que jointe en annexe, et bien sûr de débloquer les crédits nécessaires pour qu'ils soient inscrits au budget. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Monsieur Ruel, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 3 qui concerne donc la bibliothèque, les demandes de subvention pour un projet informatique. Donc nous souhaitons le renouvellement de 2 postes fixes. Donc nous souhaitons renouveler les postes informatiques des 2 agents d'accueil de la bibliothèque. Ces PC datent de 2017, ils servent auprès des livres et aux usagers quotidiennement au niveau de la bibliothèque. Après la mutation, nous les mettons à disposition du public qui pourra donc consulter Internet, lire l'email imprimé. Les PC actuels du public datent de 2013. Dans le contexte actuel, où une migration de notre SIGB Orphée vers la MDE est prévu prochainement. Le renouvellement des 2 postes avec logiciel et douchette plus récente sera donc la bienvenue. L'installation également du portail. Nous avons donc entrepris cette année une restructuration du poste SIGB. Nous souhaitons faire l'acquisition d'un portail plus approprié. Ce service est important pour notre public. Il permettra notamment à nos lecteurs d'accéder à notre catalogue ou faire des réservations en ligne. Cet équipement est également une vitrine et un outil indispensable qui renforce la visibilité de notre bibliothèque dans l'ère numérique. Le portail web est le premier point de contact avec les usagers. Le tableau vous est proposé donc juste en dessous avec les dépenses de matériel informatique présentes. Le montant est de 2729,50 pour une recette attendue de 40% du département de l'Eure à hauteur de 3246,87. Pour le portail, le coût est donc de 3505 € hors taxe, avec donc une subvention de la DRAC à hauteur de 40% de 3246,87, avec un autofinancement donc de la commune à hauteur de 1623,48. Le total des recettes s'élève donc à 8117,40 € et le total des dépenses à 8117,40 €. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver le plan de financement tel qu'exposé, de solliciter les subventions sur le projet au taux les plus élevés possibles, de s'engager à apporter les crédits nécessaires au budget 2023 et d'autoriser bien sûr M. le maire à signer tout document nécessaire à la bonne application des présentes. Est-ce que vous avez des questions sur ce renouvellement de poste? C'est plus que nécessaire. Le portail, il est en quoi? C'est un portail informatique. Oui. Ah bon, non, vous m'avez fait peur. Vous parliez de portail informatique. D'accord, donc techniquement c'est un C3RB, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je pense que peut-être que Amélie pourra vous en dire un petit peu plus sur la partie technique. Ce sont des portails dédiés aux bibliothèques, je suppose. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. On parlait du portail C3RB, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus ce portail? Ça permet aux usagers de consulter les ouvrages qui sont disponibles à la médiathèque. Ouais, c'est ça. De voir ce qui est enregistré
dans le stock de la médiathèque ce qui est disponible, ce qui est sorti en prêt. Donc ça, ils peuvent faire des recherches par auteur, par titre, par thème. Ouais, donc c'est quand même intéressant, ça fait gagner du temps à nos agents. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4, avec le retrait de la commune du syndicat mixte. Alors, il s'agit de l'AGEDI, la résiliation de l'adhésion. La commune donc, est adhérente depuis de nombreuses années au syndicat mixte AGEDI, qui propose donc une suite de solutions informatiques, notamment pour la gestion du cadastre. Cependant, les outils ayant évolué avec la CDCLA, en proposant désormais de nouveaux services via le service d'instruction du droit des sols, les outils donc du CADCOM ne sont plus utilisés par les services municipaux. L'adhésion à ce syndicat qui implique le paiement d'une cotisation annuelle est de l'ordre de 363 €. Donc cette cotisation n'est plus utile puisqu'on a déjà tous les éléments via la CDCLA. Donc il voulait donc proposer ce soir d'approuver la proposition du rapporteur, de demander le retrait de la commune de Charleval de ce syndicat mixte AGEDI au 1er janvier 2024 et de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne application de cette présente. Est-ce que vous avez des questions sur le syndicat? Pas la peine de conserver ça, c'est pas utile et puis ça en plus c'est un double usage en tout cas d'intérêt. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Hénaud pour le sujet numéro 5 qui concerne donc la cité des Casquettes avant le logement. Merci. Donc il s'agit de la mise en vente de logement situé 15 cité des Casquettes, donc un petit retour historique. Par délibération du 26 octobre 2022, le conseil municipal a décidé la mise en vente du bien aux 15 cité des Casquettes, selon un cahier des charges avec un prix plancher de 100 000 €. La publicité a été effectuée par mode d'affichage dans la commune ainsi que par la parution d'un article dans l'Impartial le 29 décembre 2022. Devant l'absence d'offres, le conseil municipal a décidé d'abaisser le prix plancher à 90 000 lors de sa séance du 31 mars 2023. La publicité a été lancée courant avril par voie d'affichage dans les points d'affichage habituels de la commune, sur le site internet, sur les réseaux sociaux et dans la presse locale, par exemple du 25 avril 2023. 4 visites sur place ont été organisées le mardi 9, jeudi 11, mardi 23 mai et jeudi 25 mai. 3 offres ont été déposées. Pour mémoire, chaque cahier des charges prévoyait un prix plancher de 90 000, une offre ferme et définitive non modifiable, des critères d'acceptation de critères et sous-critères. Le premier critère de prix, c'était avec une pondération de 50%. Le deuxième critère, la destination du bien à 30%. Le troisième critère, la condition suspensive, entrée pour 20%. Aucun n'ont été renseignés, 1 insuffisant, 2 juste suffisant, 3 ont été renseignés suffisamment et 4 très satisfaisants. À la date de la clôture de la publicité au 15 juin 2023 et de la réception des offres au 15 juin 2023, 3 offres ont été reçues en mairie. Celle de Madame Julie Deninger au prix de 90 000 €, le projet consistant en une réhabilitation pour un usage personnel à usage personnel à terme, mais dans un premier temps pour de la location. Le financement se fait par un prêt bancaire. L'offre présente une simulation avec une condition suspensive d'accord de prêt de l'établissement prêteur. Celle de Madame Marie-Pierre Delaby au prix de 100 000 €. Le projet consistant en une réhabilitation pour un usage personnel en résidence principale. Le financement se fait pour 30% d'apport personnel et 70% par un prêt bancaire, plus pour décision de la résidence principale lorsque la vente sera réalisée et qui couvrirait l'acquisition du bien 15 cités des Casquettes. L'offre présente une simulation avec une condition suspensive d'accord de prêt de l'établissement prêteur. Et enfin celle de Madame Marine Guintini
au prix de 91 000 €, le projet consistant en usage personnel, résidence principale, le financement se fait par un prêt bancaire, l'offre présente une simulation avec une condition suspensive d'accord de prêt de l'établissement prêteur. Elle présente également une attestation indiquant disposer des fonds propres nécessaires à l'acquisition et à couvrir les frais de notaire. Le cahier des charges précisait que si les offres reçues ne sont pas satisfaisantes pour quelque raison que ce soit, la commune de Charleval se réserve le droit de ne pas donner suite aux offres reçues et de relancer une consultation. Le tout sans que les candidats puissent demander une contrepartie quelconque, une indemnisation. Il appartient au conseil municipal de décider de la suite donnée de cette publicité. Soit accepter l'une des offres, l'offre de Madame Delaby se positionnerait en premier. Candidat à l'acquisition, donc il y avait nommé que les noms propres, ça ne se fait pas, mais c'est plus simple pour moi de dire, Delaby Gatini, donc la note de 4 a été attribuée sur la base du premier critère, 50%, c'était le critère de prix. La note de 4 aussi à Madame Delaby sur le critère de la destination, à savoir immédiatement l'usage d'habitation. Et enfin, la condition suspensive, c'était à égalité 3 partout. Donc, soit relancer une publicité dans ce cas, il sera nécessaire de redéfinir les conditions du cahier des charges, considérant le cahier des charges, la phase de publicité, qui s'est tenue jusqu'au 15 juin, les 4 visites organisées, les 3 offres d'achat déposées avant la date limite. Le conseil municipal décide. Voilà, on en est là. Donc, effectivement, selon tous les critères, il apparaît après étude que la proposition de Madame Delaby serait la plus satisfaisante concernant la commune. Voilà, c'est à nous de décider si c'est plus ou encore. Enfin, voilà. Est-ce qu'on le donne donc on donne pas, on donne rien. Est-ce qu'on donne notre avis positif sur vraiment sur la proposition de Mme Delaby ou on va voir. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Le préfardage de ces personnes. Non. On ne fera pas nous donner. Non, les critères avaient été établis dans le cahier des charges. Le tableau est assez de synthèse, assez précis. Là, au regard de tous les éléments qu'on a, le critère principal étant le financement et puis le prix. On arrive au prix de départ de la vente qui était au départ, je me rappelle, le prix plafond était à 100 000 €. Voilà, c'est à l'ouverture des prix, des prix plutôt, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Voilà, donc on prend une décision. Oui, une remarque, il me semblait que lors du conseil municipal, nous avions dit qu'à proposition égale, nous devions favoriser un Charlevalais. Je n'ai pas trouvé le critère, parce que ce qui a été... Là, en l'occurrence, il n'y a pas de proposition égale. Non, mais sauf que ça ne fait pas partie des critères qui ont été inscrits. Or, c'est ce qu'on avait dit, à offre égale, on devait privilégier un Charlevalais. Et puis pour la seconde raison, comme d'habitude, nous ne participerons pas à ce vote puisque nous sommes en désaccord avec la vente du patrimoine. Moi je finis mon propos, j'ai le droit. La vente du patrimoine sans étude préalable de ce que ça aurait coûté à réhabiliter et à mettre en location. Voilà. On ne peut pas refaire le débat, déjà largement. Quand on n'accepte pas de participer à un vote, le minimum c'est d'expliquer pourquoi. Ah non, mais j'ai aucun souci avec ça. Et en même temps, Mme Delaby, c'est aussi un professeur des écoles de Charleval. Oui, donc c'est pas que quelqu'un non plus d'étranger à la commune. Ah mais c'est pas une question de personne, ce que je disais, ça n'a rien à voir. C'est la personne pas dans les son principes. Si la note avait été identique, on aurait pris en compte De toute façon, en l'occurrence, ça ne jouait pas. C'est pas écrit. Parce que c'était pas dans les critères de notation. Voilà, donc si on peut passer au vote, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes pour? Donc à l'unanimité? Bah, on va voter contre s'il faut. Ah d'accord, donc je vous demandais s'il y avait des votes contre. Ah non, excuse-moi, j'ai... Oui. Donc soumis. Très bien, merci. Merci.
Bien, nous allons passer maintenant au point 6, avec le personnel, la délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement. Donc, afin de faciliter le remplacement des agents momentanément absents, il est proposé de prendre une délibération de principe pour faire appel à des contractuels. Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d'agents contractuels indisponibles, la Commission Finances et Affaires Générales, réunie le 16 juin 2023, a donné donc un avis favorable. Il vous sera donc proposé ce soir de l'autoriser à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, précités pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Que je serai chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, l'heure des expertises, de leur profil. De l'expérience et de leur profil. Et bien sûr d'inscrire au budget les crédits qui correspondent à ces recrutements. Est-ce qu'il y a des questions ou Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous remercie. C'est surtout pour renforcer les services. Le point numéro 7. Donc, toujours concernant le personnel, c'est une délibération autorisant le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent, donc pour les saisonniers. Donc, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement du service. Compte tenu de l'augmentation de la charge de travail des agents du service technique au printemps et à l'automne, liée à la croissance de la végétation et l'augmentation momentanée de la fréquentation des services sur le temps du midi, il convient donc de renforcer momentanément les effectifs du service technique et du service donc, entretien et affaires scolaires. Le recrutement de 2 agents contractuels dans le cadre d'adjoints techniques pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois allant du 15 avril au 15 septembre, inclus donc chaque année. Ces agents assureront les fonctions d'agents polyvalents à temps complet. Il devra justifier d'une expérience minimale dans une activité similaire, bien sûr. La rémunération de l'agent sera fixée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et le maire est donc chargé de recruter l'agent et de l'affecter à ce poste. La Commission Finances et Affaires Générales, réunie le 7 juin 2023, a donné donc un avis favorable à ce recrutement. Il est donc proposé ce soir, considérant que les besoins du service nécessitent le recrutement d'un agent contractuel pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, à savoir la croissance de la végétation et l'augmentation momentanée de la fréquentation des services du temps du midi, d'adopter cette proposition et d'inscrire au budget donc les crédits qui y correspondent. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc, je vous remercie. Le point numéro 8 concerne donc l'apprentissage, avec la modification du tableau des effectifs et la création de 2 postes d'apprentis au sein des services techniques et des services entretien et affaires scolaires. La commune donc, a accueilli un apprenti depuis la rentrée 2021 jusqu'en septembre afin de préparer donc, un CAP espace vert. De même, une jeune a été effectué son apprentissage de septembre 2022 à août 2023 en accompagnement de la petite enfance. Devant le bénéfice que cet accompagnement procure au service et devant le nombre croissant de sollicitations, il est donc proposé de renouveler ces offres. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir donc les connaissances théoriques dans une spécialité et de mettre en application dans une entreprise ou une administration,
que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, et considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du comité technique, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir à un contrat d'apprentissage, la commission des finances et affaires générales, réunie le 7 juin 2023, a donné donc un avis favorable. Il vous est proposé ce soir de décider du recours au contrat d'apprentissage, de décider de conclure dès la rentrée scolaire 2023-2025 un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant, donc un apprenti espace vert, CAP jardinier paysagiste pour une durée de 2 ans, et un personnel, donc CAP entretien et affaires scolaires pour la petite enfance et les services éducatifs pour une durée aussi de 2 ans. Est-ce qu'il y a des remarques sur cet apprentissage? Je pense qu'on a été déjà suffisamment clair. On peut préciser que pour le CAP accompagnement petite enfance, il travaillera avec, en soutien dans les classes avec l'ADSEM et l'enseignant. Tout à fait. C'est le cas aussi cette année. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Contre-recrutement? Merci beaucoup. Toujours affaires générales, donc sur le personnel, avec le tableau des effectifs, modification donc pour avancement de grade. Donc, le centre de gestion de l'heure a transmis au début d'année les tableaux d'avancement de grade des agents pouvant bénéficier de cet avantage au titre de l'année 2023. Les dossiers ont été donc étudiés par les chefs de service et la secrétaire générale et présentés à l'autorité territoriale à la lumière des évaluations annuelles. Il y a donc lieu en conséquence de modifier le tableau des effectifs. Les avancements de grade sont les suivants: 2 postes d'adjoint technique principal de première classe pour les services techniques, 4 postes d'adjoint technique principal deuxième classe au service entretien et affaires scolaires. L'un des avancements au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe permettra l'intégration directe d'un adjoint technique principal deuxième classe dans la filière médico-sociale dans le grade d'ADSEM principal deuxième classe. Compte tenu du tableau des effectifs, il y a lieu de créer donc un poste d'adjoint technique principal de première classe pour les services techniques et un poste d'ADSEM principal deuxième classe. Les autres postes nécessaires au avancement étant vacants dans le tableau des effectifs. La commission donc, finances et affaires générales, réunie le 7 juin 2023, a donné donc un avis favorable pour la création de ces postes. Il appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités de service, de modifier le tableau des effectifs. Ainsi, il vous est proposé ce soir de créer un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet et de créer un poste d'ADSEM principal de deuxième classe. Pour rappel, donc, le tableau des effectifs serait, après l'adoption de ces modifications, le suivant. Vous l'avez en annexe, avec, je ne veux pas reprendre tout le tableau, simplement, nous avons donc des postes en poste disponibles, 69 postes disponibles. Et nous avons 39 postes actuellement pourvus, 7 postes... 39 par des titulaires, 7 par des... Ouais, c'est ça, 39 par des titulaires, 7 par des contracteurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce poste? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Et nous allons passer maintenant au point 10 avec l'injonction du tribunal et le réexamen de la délibération d'attribution des subventions 2020. Je vais demander à Madame Payen s'il veut bien sortir, s'il vous plaît.
Je mets en bas, vous m'appelez. Hein. Oui, oui. Bien, nous allons aussi une délibération un peu particulière. Pour garantir l'intégrité de chacun, je proposerai donc au conseil municipal de faire un vote à bulletin secret. Donc, je vais le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre pour ce scrutin? Il n'y a pas plus d'explications. Oui, oui, oui. On parle de scrutin. Est-ce qu'il y a des votes contre ce scrutin secret? Très bien. Contre. Des abstentions? Donc, à l'unanimité des votants, nous procéderons donc à un vote à bulletin secret. Je vais donc désigner 2 assesseurs. Je vais prendre le plus jeune et le doyen, si vous voulez bien. Donc, vous reconnaîtrez bien. Je pense qu'on peut se mettre après sur la... Oui. Non, mais c'est pour la mise en place. On va vous faire lecture Voilà. Donc, de la délibération. voilà. Par le jugement numéro 200-4896 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 23 juillet 2020. Le tribunal a également enjoint au maire de convoquer le conseil municipal afin de procéder à un nouvel examen de la subvention octroyée à l'association Espace-Libre pour l'année 2020, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il en ressort que le conseil municipal doit être convoqué avant le 24 juillet 2023. Il a été le 16 juin 2023. La délibération doit intervenir avant le 24 juillet 2023. Le tribunal a qualifié de retrait illégal d'une subvention la décision de diminuer le montant des sommes finalement versées à l'association. Il a annulé la délibération numéro 66 de 2020 du 23 juillet 2020. La subvention versée en 2020 est donc dépourvue de base légale. Le conseil municipal doit donc délibérer pour verser au titre de l'année 2020 9 645 € au titre de ce qui a été retranché pour l'année 2018, 9 811 au titre de ce qui a été retranché pour l'année 2019. Pour rappel, le conseil municipal, lors de sa séance du 19 février 2021, par délibération numéro 7 2021, a décidé de procéder au reversement des sommes perçues de la CAF au titre de l'année 2019. La somme de 9 811 a donc bien été versée pour 2019 en 2021 au bénéfice de l'association Espace Libre. Cependant, le tribunal est muet sur les sommes retranchées au titre de l'année 2017 et qui s'élèvent à 2 224 €. Or, 4 224 €. Or, cette somme avait été retranchée de la subvention de 2020 selon le même procédé et la même justification que celle de 2018 et 2019. En toute logique, mais en allant au-delà de la stricte application du jugement, il convient que le conseil municipal se prononce également sur cet écart. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'annulation par le tribunal administratif de Rouen de la délibération 66-2020 du 23 juillet 2020 attribuant la subvention 2020 de 210 309 € à l'association Espace Libre, de décider de verser à l'association Espace Libre 9 645 € au titre du CEJ pour l'année 2018, comme il est enjoint par le tribunal administratif de Rouen, de décider de verser à l'association Espace Libre 4 224 € au titre du CEJ pour l'année 2017 qui avait été retranché de la subvention de 2020. De rappeler que la subvention attribuée à l'association Espace Libre au titre de l'année 2020 s'élève ainsi à 233 989 €, soit 210 309 € versés en 2020, plus 9 811 € versés en 2021 par la délibération numéro 7-2021, au titre de l'écart 2019, plus 9 645 € versés en 2023,
au titre de l'écart de 2018, plus 4 224 € versés en 2023 au titre de l'écart de 2017. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est un peu compliqué. Donc, pour être clair, voilà, on a déjà reversé une partie de la somme avant l'injonction du tribunal. Il nous reste officiellement, il nous reste donc 9 000. Alors, 9 000, oui. 9 946. 9 645 pour l'année 2018, Voilà. et puis 4 224. Alors, vous avez bien compris que les 4 000 avaient été versés au dossier tardivement et n'avaient pas été retenus pour le jugement. Ce qui a été vu en commission, en point jeunesse, c'est que déjà la commune ne souhaite pas faire appel. Au vu des sommes, ça pourrait engendrer des frais qui seraient supérieurs à la somme remboursée. On n'avait pas d'injonction, en tout cas, de payer ces 4 224 €, mais on le verra si vous en êtes d'accord, vous allez voter pour, ou contre, ou vous abstenir. Voilà, en tout cas, en commission, nous nous sommes engagés à débattre aussi sur cette somme-là, bien que nous n'ayons pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux faire un petit bilan Bien sûr, comptable de bien sûr. l'opération avant le vote, pour que chacun sache sur quoi on vote et pour quelle raison? Parce que ça engage. Donc il y a un petit document qui va apparaître. Ah, faut que je fasse ça. Parce que ça marche pas tout de suite. C'est un bilan comptable de toute l'affaire, donc espacique contre la commune de Charles-Valin. Donc là, il va apparaître, donc je commence à parler avant ça. Voilà. Donc je commence par le bilan comptable pour la commune, que chacun sache de quoi on parle en termes de finances. Donc la commune a reçu de la part de la CAF entre 2017 et 2023 une somme totale de subvention de 472 424 €. Ça, c'est la somme de tout ce que reçoit la commune de la part de la CAF et qui doit être reversée à l'association Espace Libre. Donc, en contrepartie, la commune a reversé cette subvention Espace Libre entre 2017 et 2023 pour la même somme, 472 425 €, c'est-à-dire même 1 € de plus que ce que la commune a reçu de la part de la CAF. Et par le jugement pour lequel on va se prononcer aujourd'hui, qui nous demande éventuellement de voter pour un versement de 13 869 €, on voit bien qu'on va donc verser à Espace Libre 13 970 € de plus que ce qu'on a reçu de la part de la CAF. Donc c'est de l'argent qu'on génère en plus. Pas l'argent qui vient de la CAF, c'est le budget de la commune qui va verser ces 13 870 €, ce qui est une aberration comptablement. Si on reçoit un montant, on doit reverser le montant et pas plus. C'est comme ça. C'est le juge qui a décidé qu'il fallait faire ça, donc voilà ce qu'on propose. Mais pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est une aberration. Ça, c'est le premier bilan comptable pour la commune de Charleval. Et puis l'autre bilan, c'est qu'il y a un coût à cette affaire parce qu'il a bien fallu avoir un avocat. Et notre avocat, il nous a coûté pour l'instant à peu près 14 000 €. Voilà. Donc bilan pour la commune de Charleval, 2 fois 14 000 € de charges supplémentaires qui n'auraient pas eu lieu d'être s'il n'y avait pas eu cette affaire. Ensuite, on peut regarder aussi le bilan comptable d'Espace Libre. Moi, je ne vais pas donner les chiffres exacts parce que je ne suis pas dans les comptes d'Espace Libre et je ne sais pas combien peut leur coûter l'avocat, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose que de notre côté. Ça paraît un peu plus de 9 000 €. bien. Un peu plus de 9 000. Voilà, 9 000 €. 9 200. Donc, les montants reçus, le montant reçu par Espace Libre de la part de la commune, si on vote pour cette décision, ça sera 13 869. Et puis ils auront un coût d'avocat d'à peu près 9 000 €, ce qui fait que finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils vont avoir gagné de cette affaire? À peu près 4 000 €. Bon, moi je dis tout ça pour ça. Voilà. Ce qui veut dire que la commune, en versant ces 13 869 €, finalement, elle finance l'avocat de l'Espace Libre. Il va rester 4 000 € à Espace Libre, mais le reste, ça va à l'avocat. Et moi, je voulais que les Charlevalais soient quand même au courant que le bilan de cette affaire, c'est gain net pour Espace Libre, peut-être 4 000 €. Et puis, argent public gaspillé, 28 000 €. Voilà.
Je voulais juste que ça soit clair pour tout le monde avant. Oui, mais tout ça parce que la délibération du 23 juillet 2020, d'après le juge, elle est entachée d'erreurs de droit. Alors, on peut revenir là-dessus si vous voulez. L'erreur de droit, c'est d'avoir récupéré des sommes qu'on a bien versées en trop avec plus de 4 mois, parce qu'on n'a pas le droit de récupérer au-delà de 4 mois. Sauf que les sommes que nous verse la CAF, on ne peut pas le savoir avant 1 an, puisqu'on doit verser un acompte et le solde de l'année d'après. Donc quand on a reçu le solde de la CAF qui était inférieur à ce qu'on avait reversé, on a voulu récupérer cet argent. Là, visiblement, on n'a pas le droit au bout de 4 mois, sauf que techniquement, on ne pouvait pas le faire, parce qu'on ne connaissait pas le montant. Voilà pourquoi le juge a décidé qu'il fallait quand même qu'on verse cet argent. Ouais, puis il y a 1500 à verser parce que... Et alors, j'ai même pas mis, effectivement, plus des 14 000, il y a 1500 € que les Charles-Vallée ont payé pour cette affaire. Qu'ils auraient payé de part et d'autre, de toute façon, que ce soit vous ou nous. Parce que globalement, pour les Charles-Vallée, de toute façon, c'est un... Vous auriez gagné plus, c'est de l'argent pour les Charles-Vallée, il y en a plus d'argent d'espèce. Voilà, dans l'affaire, pour moi, pas servir à grand-chose que gaspiller de l'argent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je pense que ça a nécessité aussi certaines explications. Merci. Pour moi, c'est clair. Oui, parce que c'est pas simple, on ne connaît Alors, pas. ce qui veut pas dire qu'il faut... Enfin, à mon avis, il faut quand même bien, comme le maire l'a dit, on ne va pas continuer à gaspiller de l'argent. Donc, le but n'est pas d'être contre cette décision, parce que Espace Libre reporterait l'affaire devant les tribunaux et on devrait encore payer des avocats. Donc, c'est pas le but. Hein. Simplement, au moins savoir quand on voit tout le monde. On est obligé de voter. Très bien. Est-ce qu'on peut se mettre en place? Donc, à la fête de Beaumont, vous pourrez venir décider en l'urne. Soit je passe avec les gens qui ne peut-être pas passer, oui, soit chacun se lève. Peut-être que tu passes. Oui, tout à fait. Ben, je suis désolé, je commence par moi. C'est l'ordre alphabétique, alors c'est pas très poli. Est-ce que les membres du bureau, ils ont le droit de voter? Les administrateurs du bureau? Bah oui. Oui, bien sûr. Je parlais de Ta question du CA. Parce qu'il y a des élus qui font partie du bureau. Oui, il y a la direction. Oui, bah oui. C'est pas le bureau, Bien, c'est ça. excusez-moi. Donc, Christian Lequet. Sébastien Martin. Posez-lui, on peut déplacer. Ah ouais. Sinon, il va y avoir une action de travail. Donc, Sébastien Martin. C'est fait. Maud Davissier. Agnès Moya. Est-ce qu'il faut pour voter? Oui. Comme tu es arrivé. Patrick Dormény. Corinne Bailly. Denis Gilles. Monsieur Martin. Nelly Masson. Jérôme Medier. Angélique Pillard.
Sandrine Lardin. Cyril Coiffier. Atman Peb. Loïc Ledier. Et Christian Cochard. Les assesseurs. Ça va aller, ça va. Nous avons 3 pour, 2 contre. Et 12 blancs. Donc la délibération est adoptée à 3 voix pour, 2 contre et 12 blancs. Merci. Bien, point numéro 11. On va chercher le... L'avenant aussi, tout ce qui concerne le sang. Donc, point numéro 10, donc 11, pardon, avec l'avenant de convention avec la CARSA. Je vous redonne la parole, Dans le cadre de son appui à la politique enfance des collectivités territoriales, la CAF conventionne dans une logique de globalisation territoriale avec les communautés de communes. Celles-ci ne disposant pas systématiquement de toutes les compétences relatives à l'enfance, petite enfance, enfance, jeunesse, les collectivités compétentes sont rattachées à la convention territoriale globale par le biais d'un avenant. Ces conventionnements permettent d'assurer un financement des actions entreprises dans le cadre de ces politiques d'aide à toutes les familles dans leur diversité.
Selon la circulaire en vigueur, les bonus territoires peuvent être versés aux équipements soutenus financièrement par une collectivité compétente signataire d'une CTG, Convention territoriale globale. Les collectivités compétentes doivent donc délibérer pour signer par avenant la CTG intercommunale en vigueur, signée entre la CAF et la CDCLA le 25 novembre 2022, et pour accepter les financements sous forme de bonus territoire avec une formulation suivante. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention territoriale globale pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et tout document s'y référant. Bénéficier des nouvelles modalités de financement, bonus territoire CTG, et de signer tout document s'y référant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci. Donc le point numéro 12, avec la subvention du 23 espace libre. Alors, le conseil municipal du 31 mars dernier a voté l'attribution des subventions aux associations, exclusion faite de l'association Espace Libre, puisqu'il était en attente d'informations de la CAF concernant l'avenant à la Convention territoriale globale et au montant financier de sa participation, bonus territoire. L'attribution d'une subvention supérieure à 23 000 € est conditionnée à la conclusion d'une convention d'objectifs. Pour 2023, le montant de la subvention municipale versée à l'association Espace Libre s'élève à 69 775 au titre des actions de la Convention territoriale globale. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à Espace Libre la subvention de 69 775 au titre des actions enfance en lien avec la Convention territoriale globale, de dire qu'une convention d'objectifs sera conclue et définira les conditions de versement. Délibération suivante. Est-ce qu'il y a des questions? Donc à savoir qu'on s'est aligné sur ce que la CAF donnera. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas d'abstention? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 13, convention d'objectifs donc avec Espace Libre. Alors, les conventions d'objectifs ont pour objet de définir les conditions d'octroi de la subvention et précisent l'objet, le fonctionnement, équipement, aide à l'emploi, appel à projet, etc., les modalités de versement, les obligations à la charge de l'association et les conditions d'utilisation de la subvention, la durée, les modalités de contrôle et d'évaluation exercées par la commune. Il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de la convention d'objectifs à intervenir avec l'association d'Espace Libre, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention si annexée. Est-ce qu'il y a des questions? Des voix contre? Pas d'abstention? Une abstention. Merci. Merci Madame Etier, et je repasse la parole à notre nouveau pour le plan de protection de l'atmosphère, le local public. On va attendre Madame Taillot. C'est le temps de dire à tout le monde le plan. Oui, on ne prend pas, alors allez-y, on en parle.
Bien. Donc, il s'agit là du plan de protection de l'atmosphère. Alors, ce qu'on va dire, c'est... non, on va pas lire tout ça, hein. C'est clair ce soir, sinon on n'est pas couché. On va dire, c'est bon, encore un Xème plan. Bon. Dans ce plan, alors, ça, c'est effectivement... On va revenir sur un point, je sais qu'on va tout ça avoir l'accord de tout le monde, mais quand la préfecture nous propose effectivement l'apparition d'un plan, voire une enquête publique, c'est sûr que la préfecture ne nous prend pas et ne nous considère pas comme des experts. En l'occurrence, c'est pas à nous de faire le travail ni l'enquête. La préfecture nous informe qu'elle met sur pied une enquête publique qui est constituée par effectivement les 30 pages qu'on a pu consulter tous et tous lire et qu'on connaît tous là par cœur. Et donc, on pourrait dire que c'est un Xème plan à ces différences près. Bon, pour l'avoir un peu quand même parcouru, par rapport aux autres plans, celui-ci considère effectivement que c'est la métropole qui est en pollution, la métropole, et que tous les territoires parcourus, donc là on a agrandi les territoires, on va du Havre jusqu'à Rouen, toute cette vallée de Seine, ce sont quand même des métropoles qui sont polluées et qu'on n'a pas non plus à pénaliser systématiquement tous les territoires qui sont limitrophes. Je prends pour exemple, vous savez tous, l'histoire du critère 3 et de la pénétration. Alors, vraisemblablement, cette mesure va être déplacée dans le temps, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on pénalise les territoires, mais on ne s'occupait pas de Rouen. Quand on apprend à la lecture de ça, et ça je vous le livre parce que moi vraiment ça a été une découverte, on apprend que les bateaux à quai continuent de faire tourner les moteurs pour avoir de l'électricité, parce qu'ils n'ont pas d'électricité sinon pour leur frigo, pour l'installation technique, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc ça effectivement, le plan le prend en charge et va s'en occuper. Il va quand même s'occuper de toute la pollution qui est générée à l'intérieur des métropoles, que ce soit le Havre ou Rouen. Et bien sûr, nous impacter sur la mobilité et autres. Mais voilà, c'est un peu la grande nouveauté de ce plan. Voilà. Donc, qui est mis en place. On en est informé. Effectivement, on peut toujours aller en discuter et vous avez tous les liens possibles si vous y avez quelques remarques à y faire. Voilà. Donc ça, c'est pour avis. Est-ce qu'on est favorable à un éclaircissement de notre atmosphère ou est-ce qu'on n'est pas favorable à un éclaircissement de notre atmosphère? Voilà, finalement, la question elle est posée là. Voilà. Alors, favorable ou pas favorable? Les experts. Mais que les bateaux laissent tourner les moteurs pour pouvoir vivre tant qu'ils sont à quai. Tant qu'on ne leur met pas du courant. Eh bien, c'est bien ça la problématique. La problématique, c'est qu'effectivement, ils sont aperçus qu'il faut leur donner du courant pour qu'ils arrêtent les moteurs. Ah ben oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est de l'infrastructure. Voilà. Et on ne commence pas par systématiquement taper sur les critères 3 des gens qui doivent se rendre à Rouen pour bosser. Voilà, c'était ça un peu la nouveauté. Non. Voilà. Bon, vous êtes à droite, voilà. Oui. Voilà, donc il y a des voix pour. Oui. Tout. Ah ouais, c'est parce que je voulais voir. Non, il y a des voix contre. Des voix contre. Contre une étude qui vise à l'amélioration non, on ne peut pas. De la pollution. Donc, avis favorable à l'unanimité. C'est pour enlever les critères. À l'unanimité, merci. Et on va poursuivre sur. Mais sinon, je vous engage à le lire, il y a le lien, c'est bien. Hein. Merci Patrick d'avoir fait une synthèse, parce que effectivement, sinon il est développé. Très bien, donc le point 15 qui concerne le fonds vert, on reste toujours dans l'écologie. Le fonds vert, c'est le fonds d'accélération de la transition écologique, avec une dotation de 2 milliards d'euros de crédits qui ont été concentré au préfet. Il est destiné à financer des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans 3 domaines, donc la performance environnementale, l'adaptation du territoire au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Dans ce cadre du fonds vert, on a donc sollicité
le préfet afin de pouvoir participer au financement de la réalisation de la halte de marchandises. Et par décision du comité régional Fonds Vert, en date du 28 avril 2023, une subvention de 393 584 € au titre donc du fonds a été attribuée pour la réalisation de ce projet. Donc c'est important pour nous, c'est 30% du budget global, et c'était vraiment ce qu'on attendait, cette amorce pour pouvoir aller chercher solliciter d'autres subventions que la région et du département. Ça aurait été un peu compliqué si on n'avait pas eu ce fonds. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc vous êtes sollicité ce soir pour accepter les termes de la convention de financement à intervenir avec l'État pour la réalisation du projet de réalisation de la SNCF au titre donc du programme Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires et de m'autoriser à signer la dite convention et tout document pour la bonne application était présente. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est plutôt une bonne nouvelle. On s'inquiétait un petit peu parce qu'on n'avait pas de retour et puis c'est tombé là dans ce pays. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous remercie. On reste toujours dans les fonds de concours avec le fonds de concours de la CDC là, pour la signature de convention. Donc ça s'est passé hier au conseil communautaire. Donc vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Lyon-Sandel en date du 22 juin 2023, autorisant donc le président à signer les conventions des fonds de concours avec les communes retenues suite à l'appel à projet, dans une volonté d'accompagnement durable des équipes municipales, la communauté de communes a décidé d'apporter un soutien financier aux communes dans la réalisation de leurs projets ou d'actions concrètes contribuant à l'amélioration du cadre de vie et répondant aux dangers actuels du développement durable. Ce soutien financier s'effectuera via le versement d'un fonds de concours d'un montant maximum de 3 000 € par an et par commune. Afin de formaliser le versement de l'aide financière apportée par la communauté de communes, il est donc nécessaire de prendre une délibération pour autoriser donc, le maire à signer la convention de fonds de concours y afférente. La commune a déposé un dossier de demande de subvention pour la construction d'un préau à l'école maternelle représentant un montant total de 36 750 €. La communauté de communes participera à cette action à hauteur de 3 000 €. Il vous est donc proposé ce soir de m'autoriser à signer la convention relative au versement du fonds de concours tel qu'annexé à la présente délibération et de m'autoriser à signer tout document y afférent. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce fonds de concours? C'est à peu près le même montant qui va être versé à toutes les communes, quel que Oui, soit la c'est le même montant. Il n'y a pas de pourcentage, c'est 3 000 € pour tout le monde, quel que soit le prix. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Juste une question, la communauté de communes, elle participe que avec ce fonds-là? Elle ne donne rien d'autre pour la construction d'un préau à l'école? Non. Non, mais en fait, non, c'est pas orienté, c'est nous qui avons demandé à ce que ce soit orienté sur le préau. On aurait très bien pu faire un aménagement cyclable ou des mobiliers. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un abribus, par exemple, il faut que ce soit orienté sur le développement durable et puis l'amélioration du cadre de vie. Voilà. Donc, comme on avait un petit dépassement sur ce projet-là, on trouvait intéressant de présenter ce projet à la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des... Ça lui fait une enveloppe de combien à CDC là pour l'ensemble des communes? On a 30 communes, donc voilà. Ouais. Et tous les ans, c'est un montant qui sera réalisable? Oui. Mais bon, c'est à mon avis... c'est pas d'actualité pour le moment. Oui, ce sera, c'est notifié que ce sera réalisable. À la baisse ou à la hausse? Bon, je pense que c'est difficile de faire un. Comme beaucoup sur le concours, je pense que ça, c'est le maintien. Il décidera un peu.
ça appartient à la communauté de communes qui décideront parmi les membres. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? J'ai pas d'égalité, je vous remercie. Le point numéro 17, toujours avec la CDC là, pour la mise à disposition du matériel et la signature de la convention. Donc afin de faciliter la gestion d'incidents ou l'organisation de manifestations au sein des communes du territoire de Sandel, la communauté de communes souhaite équiper chacune de ces communes membres de 2 barrières de protection sur lesquelles sont installés 2 panneaux de signalisation temporaire pour route barrée. Cette mise à disposition à titre gratuit au profit des communes nécessite donc la prise d'une déclaration autorisant le maire à signer une convention entre l'intercommunalité et la commune pour disposer de ce matériel. Il vous est donc proposé ce soir de m'autoriser à signer la convention de mise à disposition de barrières de protection avec donc signalisation telle qu'annexée à la présente délibération et de m'autoriser à signer tout document qui est fait. Donc c'est un plus pour nous, on a déjà les barrières, mais c'est quand même intéressant, ça peut en cas d'inondation ou autre être utile, ou en cas de manifestation, c'est toujours utile. Et moi je pense que pour même des petites communes qui n'ont pas beaucoup de matériel, c'est une bonne disposition. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Au point de sécurité, c'est bon pour les communes. Oui, non, mais tout à fait. Je vous dis, tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens. Est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc nous avons fait le tour des points de l'ordre du jour. On va passer maintenant aux questions orales qui ont été donc présentées par l'équipe Jeanne Charleval. Je vais passer la parole. Merci. On va changer de dossier. Donc on y va. Lors du CM du 31 mars dernier, nous avons alerté sur le peu de conseillers qui assistent aux commissions de travail, censés préparer les décisions qui vont être prises et votées. Il n'est pas acceptable que des élus votent sans une bonne connaissance des sujets, car ces décisions impactent la vie des Charlevalaises qui nous ont élus. Pour ne rien arranger, les commissions se déroulent l'après-midi, rendant difficile la présence des conseillers salariés. Lors de ce CM, M. Keller a répondu que ce n'est pas une question d'horaire, car il y a le même absentéisme quand les commissions se déroulent en fin de journée. Le problème étant, selon lui, un manque de motivation des élus, les renvoyant uniquement à leurs responsabilités, en indiquant qu'il existe des créditeurs pour participer aux réunions. Emmener une équipe nécessite de travailler les ressorts de la motivation, de la participation. Cela passe par la transmission d'informations, d'outils, un réel esprit d'équipe qui repose sur le plaisir de travailler ensemble parce qu'il est laissé à chacun une vraie place, parce que chacun est valorisé pour ce qu'il apporte au groupe. Un exemple, tous les conseillers devraient être encouragés à suivre des formations leur permettant d'être plus à l'aise avec les sujets traités qui sont souvent complexes. Actuellement, seul un budget de formation de 3 500 € en 2023 est inscrit au budget parce que c'est la loi. Aucune présentation des formations possibles n'est faite, aucun encouragement à y participer, ce qui explique que ce budget ne soit jamais utilisé. Nous sommes à mi-mandat, il reste donc 3 ans. L'évaluation du travail est indispensable, c'est pourquoi, après avoir alerté lors du dernier CM aujourd'hui, nous formulons cette proposition. Monsieur Calais, pouvez-vous programmer un temps de travail afin que chacun puisse exprimer les raisons de démotivation et les propositions pour retrouver l'envie de s'impliquer, notamment dans les commissions? Bien. Déjà, je vais essayer de répondre. J'ai émis l'hypothèse d'une démotivation. Ce n'est pas à moi de parler pour mes collègues, de dire qui sont démotivés ou pas. Bien sûr, je pense qu'ils vont pouvoir aussi s'exprimer ce soir et prendre la parole. En ce qui concerne tout ce qui est formation, c'est pas parce que effectivement on n'a pas utilisé les enveloppes qu'il n'y a pas de formations qui ont été suivies. Monsieur Emo, moi-même, Mme Moya, on est allés en formation. Ce sont des formations gratuites qui sont dispensées par le CAUE, donc forcément ça n'impacte pas notre budget, mais ces formations sont libres à tous et à toutes. Il n'y a aucune restriction sur ça. Chaque élu qui veut se former peut le faire. Il suffit de venir voir notre secrétaire général, voilà, j'ai une formation qui m'intéresse, je souhaite le faire.
Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'obligation de formation des élus. Chacun, en son âme et conscience, est libre de choisir ou d'estimer qu'il a besoin de formation. Après, pour la démotivation, je mettrai quand même quelques guillemets. Je suis un peu surpris. Alors, on parle des réunions. C'est vrai que sur les commissions, c'est un peu général. J'en parlais avec mes collègues hier du conseil communautaire. On le ressent partout, ce n'est pas systématiquement au conseil municipal de Charleval. J'ai le même problème au syndicat d'eau, où on a peine parfois à avoir également le quorum. Donc vous voyez que ce n'est pas une démotivation des élus de Charleval, c'est plutôt général, avec peut-être un fléchissement en cours de mandat, au milieu de mandat. C'est pas facile, c'est long un mandat. Et pour certains d'entre nous, on est là depuis 6 ans. Faut pas l'oublier quand même, ça demande un travail quotidien. D'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'on ne va pas en réunion qu'on n'est pas présent sur le terrain. Beaucoup de mes collaborateurs qui sont autour de cette table sont peut-être pas présents aux réunions, mais ils sont présents systématiquement sur toutes les manifestations, sur toutes les rencontres, sur tout ce qui en tout cas, est représentatif de la commune. Certaines personnes sont plus manuelles, d'autres plus intellectuelles. C'est comme ça. C'est pas pour ça non plus qu'ils ne suivent pas ce qui se passe dans la commune. Beaucoup viennent me voir l'après-midi, le samedi matin, pour que je les mette au courant. Je prends le temps de le faire dans mon bureau. Ils me disent, bah voilà, je ne peux pas être là sur cette réunion, donc qu'est-ce qui va se passer? On en discute, on en parle. Je récupère leur avis, je les écoute. Donc, je suis un peu surpris d'entendre que les élus qui sont autour de cette table sont démotivés, surtout quand on voit l'omniprésence des élus lors des réunions de quartier, le samedi, le dimanche. Ils sont présents sur toutes les manifestations. Et bon, voilà, je vais vous laisser vous exprimer. Il y a des chiffres qui font ça parce que Non, mais moi j'assiste, Cyril, j'assiste quand même aux commissions. On sait très bien qu'on le voit encore ce soir. Pour voter, on nous dit ça a été étudié par la commission. Si on est tellement sûr de ça, moi ce que je propose... Mais là, vous dites qu'il y a moins de monde, oui, dans les commissions. Les gens se mobilisent pas, etc. Ouais. Dans les commissions, au fur et à mesure, on a vu moins de monde. Comment c'est ça? Ça, c'est vous qui l'avez dit. Ah, mais alors ce que je propose, puisque c'est moi qui le dis, je pense que maintenant on fera émarger lors des commissions. Enfin, c'est quand même avec de la mauvaise foi. Mais c'est mais plus ce qu'elle dit, c'est général, voilà, c'est comme ça partout. Et on a quand même vu des commissions se dérouler à 14h30 l'après-midi, et même celle en soirée, on a vu de moins en moins de conseillers participer aux commissions. Et ces commissions, elles sont censées préparer les conseils municipaux. C'est peut-être une période de fatigue. Enfin, chacun de nous peut avoir, comme le dit monsieur le maire, ça fait quand même 6 ans ou 6 ans et demi qu'on travaille. Il y a des moments où on peut être plus ou moins fatigué, c'est pas forcément de la démotivation que d'être fatigué, il faut accepter les hauts et les bas. Et il me semble qu'on montre par notre présence sur le terrain, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une commission qu'on n'a pas travaillé sur la commission. Moi je parle pour moi, je suis très souvent peut-être derrière mon ordinateur, mais c'est pour la commune que je suis derrière l'ordinateur et je ne suis pas forcément à la mairie ou à la commission. Donc après chacun a ce genre de spécificité, mais c'est loin d'être de la démotivation. Ça peut être des fois de la fatigue, c'est possible. Voilà. Et sans bien, on s'appelle le téléphone aussi pour se tenir au courant. Je voudrais revenir, avant de passer la parole à Mme Masson, je voudrais revenir quand même sur les réunions qui ont lieu l'après-midi. En 6 ans, on a fait une réunion l'après-midi, et c'était une réunion, ou deux par exemple. Je vous la change une deuxième. 2 réunions, budget, c'est des réunions qui durent quand même plus de 4 heures. Donc vous imaginez quand on arrive à 19h pour une réunion, le budget est confiné à 3h du matin, il y a des gens ici aussi qui travaillent le lendemain matin. Tout le monde n'est pas en retraite, tout le monde n'est pas bénévole non plus. Donc il faut aussi pallier à tout ça, essayer de trouver des compromis pour que tout le monde puisse participer et puis qu'il y ait au moins de toute façon une participation optimale. Donc je le rappelle, 2 fois en 6 ans, j'estime que ce n'est pas coutumier. Généralement, toutes les séances ont lieu entre 18h30 et 19h30, même des fois plus tard, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui terminent à 19h30, donc on arrive à repousser certaines séances.
Je vais passer la Oui, parole. merci Monsieur le maire. Je voulais juste préciser que j'ai été élue de 2008 à 2014, d'abord dans l'équipe de Monsieur Bellavoine, puis à partir de 2012 c'était Monsieur Le Baïf. Alors le hasard fait que dans la salle il y a deux de mes anciens collègues qui sont assis là. Et ils vont, enfin je ne veux pas les mettre mal à l'aise parce que je sais que c'est difficile, mais franchement on a fait, Jean-Paul, surtout tu peux me le dire, on a déjà fait des commissions où on était 2, 3 maximum. Tu t'en souviens très bien. C'était déplorable et ça te Je n'ai pas fait, perturbait. si je puis je n'ai pas fait personnellement la comptabilité de ces mais il y en avait désaffections beaucoup. que tu évoques. Je n'ai pas fait cette il y en avait comptabilité. beaucoup. Il y aura beaucoup à dire là-dessus. Mais je puis témoigner de manière très péremptoire qu'il y avait quand même dans les commissions, et je parle en ce qui concerne les commissions qui m'importaient, il y avait une fréquentation qui était quand même assez élevée en commission jeunesse, et je pourrais même ressortir le cas échéant les gens qui participaient, parce que moi, je faisais un relevé des gens qui participaient. Tout à fait, Jean-Paul, et j'ai regardé tes relevés. Voilà, mais là c'est un sujet, c'est un terrain sur lequel je termine. Très prudent, parce que je n'ai pas la mémoire courte. Je sais très bien ce qui s'est passé durant les mandats auxquels j'ai eu l'honneur de participer, et il y avait de la participation. Je m'inscris en faux totalement par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui prouve bien quand même que là, ce n'est pas une parole. Si tu es élu, je respecte le fait que tu sois élu, mais cette parole est totalement insupportable. C'est pas insupportable du tout, c'est la réalité. Et d'autres personnes. C'est ta réalité. Non, c'est On ta peut se parler normalement aussi. Monsieur, s'il vous plaît, on a été pris, là, on a témoin. On peut se parler gentiment, il n'y a pas de souci. Mais on peut se parler, monsieur Martin. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là tout de suite? On me demande, moi, de dire que nous n'étions pas impliqués, nous les élus, dans le travail de nos commissions. Alors, je vais vous dire, puisque vous en parlez doctement du travail de commission, que c'est quand même un stade essentiel dans le travail municipal. C'est celui qui préside à la décision finale. Quand j'entends dire qu'effectivement, Valérie Payen, qui est élue dans votre conseil, s'émouvoir effectivement qu'il y a une désaffection, il me semble qu'à minima, je vais baisser un peu le ton, monsieur Martin, si c'est vous ça. Oui, parce que c'est pas les personnes qui en parler, c'est comme ça. Nous avons chacun, c'est pénible. Monsieur Martin, nous avons chacun, c'est pénible, c'est pas. Ce qui est pénible, monsieur Martin, c'est que vous posez toujours en donneur de leçons depuis le début de ce conseil, c'est ce que je constate. Bien. S'il vous plaît, on va arrêter le débat. Vous savez que théoriquement le public n'a pas le droit de prendre la parole, on vous l'a laissé, vous avez utilisé votre temps de parole. Je souhaite réaffirmer qu'il y a eu beaucoup de réunions où nous n'étions pas nombreux, et mes collègues à l'époque le déploraient. Voilà, alors peut-être, je ne mets pas en cause le travail fait par le collègue Salim ici, pas du tout. Je sais qu'il s'y tenait, mais moi j'ai gardé tous les PV de commission existants. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup, mais oui, effectivement, le sien. Et il y avait un certain nombre de commissions où on se retrouvait pas nombreux, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait pour pas. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. C'est là-dessus que je voulais pas mettre en cause, enfin, je voulais pas choquer. Mais c'est là-dessus que je voulais dire, c'est que ce phénomène-là, entre 2008 et 2014, il existait déjà. Donc, c'est pas nouveau. Voilà, c'est juste ce que je veux. Et je voulais pas heurter. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Cyril. C'est vrai que de toute façon, c'est pas comptabilisé, on n'a pas de pourcentage, donc peu, pro, beaucoup, ça ne veut rien dire. Voilà. Moi, voilà, c'est simplement une petite chose. Sur le thème général de la démotivation, il faut le constater, il me semble que c'est du ressort d'une association d'éducation populaire. Mais plus que de la mienne. À qui on donne des subventions, pourquoi pas. D'accord. Donc c'est à une association d'éducation populaire d'arriver pour vous motiver. Je parle de la démotivation générale. On peut aller jusqu'au pourcentage des élections. Moi j'ai entendu ce que disait Nelly, mais je tiens à vous rappeler, et je le rappellerai encore, que je suis élue depuis 2020. Donc vous pouvez, à chaque fois que je dis un truc, le renvoyer aux équipes d'avant. Je suis élue depuis 2020. Voilà, et je suis attachée à ce que, oui, nous formions une équipe, oui, nous travaillons dans le cadre des commissions. C'est pas un crime que de le soulever, c'est même un signe d'intérêt. C'est un moment de valeur que tu fais pas juste tiens, c'est bizarre. On est démotivé. Tout ce que tu en conclus, c'est qu'on est démotivé et nous, on te dit qu'on n'est pas démotivé. D'accord, vous êtes fatigué, j'ai entendu. Ok, j'ai dit que ça peut être la fatigue, c'est pas forcément de la démotivation, c'est un axe de.
Voilà. Après, on va terminer sur ces questions-là. Je voudrais quand même dire qu'on a travaillé sur le projet social avec vous il y a quelques temps. Toutes les réunions ont lieu entre 9h et 16h. Ce qui ne donne pas la possibilité non plus à nos élus de vous rendre à ce projet social qui est quand même très important pour tout le monde. Et voilà, on était, je crois, 2-3 élus représentés parce que malheureusement, sur ces temps-là, c'est toujours difficile de se mobiliser. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas... Je vous rappelle que sont invités pas mal d'instances en journée, d'accord, et que pour tous ceux qui travaillent avec des instances, elles vous diront qu'elles ne vont pas se déplacer à 20h30, que les gens de la case... Mais nous, on a choisi Vous expliquer que c'était aussi il me les semble, en restant tout à fait calme, il me semble que ce sont des salariés à la MSA, des salariés à la CAF, des salariés à la CDC, et que quand nous travaillons en journée, on ne peut pas leur demander de venir le soir. Je dis que nous, c'est différent. Nous avons décidé, en tant qu'élus, c'est un choix, de s'inscrire et d'être conseillers municipaux. On se doutait bien quand même qu'on aurait quelques réunions, c'est tout ce que je dis. Mais c'est pas le problème. À vous entendre, on ne participe jamais aux réunions. Non, mais monsieur Calais, à chaque fois que je dis quelque chose, vous essayez de noircir le trait de mes propos. Mais si, j'ai l'habitude, ça fait 3 ans que je travaille avec vous. Mais tu fais la même chose. Mais non, mes propos sont posés, je trouve. Tu cherches à chaque fois le... Avant, je J'ai cherche expliqué pourquoi on avait fait la réunion, parce que c'est moi qui lui ai demandé que la réunion soit du budget soit à 14h30, donc je peux m'exprimer là-dessus. Et je te l'ai dit la dernière fois que si j'avais demandé ça, c'est parce que je voulais que la secrétaire générale et la secrétaire comptable soient présents avec nous et qu'elles se s'accompagnent. Ça, je te l'avais dit aussi comme argument. Tout à fait, mais moi j'étais bien là au dernier conseil municipal pour le vote du budget et des collègues élus ont quand même dit lors de la présentation du soir: ah mais c'était rapide, on vote le budget d'une commune. Enfin, c'est pas un acte anodin quand même. Enfin, si ça vous gêne qu'une élue dise: ah ben peut-être il se serait bien qu'il nous reste 3 ans, qu'on participe plus aux commissions, bah si ça vous dérange, non, ce qui nous dérange, c'est que tu dis qu'on est démotivé, c'est ça, il faut dire les choses clairement. Ce qui nous dérange, c'est que tu nous dis qu'on est démotivé. D'accord, vous n'êtes pas démotivé, vous ne participez pas, vous n'êtes pas démotivé. Pardon, vous n'êtes pas démotivé. On ne peut pas être démotivé. Tu nous motives, Valérie. Merci, monsieur Martin. Tu participes à notre motivation. Ouais, bah ça, je vous en remercie de participer à votre c'est très bien, l'opposition, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, avec le règlement intérieur, normalement, les questions orales ne sont pas de débat. Je pense qu'on a quand même largement débattu sur cette question. Donc, on va passer à la question numéro 2. Merci, monsieur Kenneth. J'en suis à la question numéro 2. Lors du premier conseil municipal du 28 mai 2020, qui a eu entre autres objet d'augmenter les indemnités du maire, des adjoints et conseillers délégués, au-delà de la charte de l'élu local qui indique les devoirs des élus, il n'a pas été donné à tous les élus, comme l'exige la loi, du Code général des collectivités territoriales du chapitre 3, consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux qui aborde les droits des élus. Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CTG consacré aux conditions. Comme l'indique l'Association des maires de France, toutes ces dispositions sont d'autant plus importantes que certaines règles applicables aux élus locaux auront été modifiées par la loi Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique en fin 2019. Compte tenu de la nécessité pour les élus locaux, nouveaux comme renouvelés, de bien connaître leurs devoirs mais aussi leurs droits, il est recommandé de leur diffuser, en sus des dispositions légales et réglementaires, la brochure du statut de l'élu local rédigée par les services de l'Association des maires de France, mise à jour régulièrement et téléchargeable sur le site. Monsieur Calais, pouvez-vous programmer un temps consacré aux droits des élus? Moi, je pense que c'est important. Nous, élus, nous connaissons parfaitement nos droits. Bon, je vous donne une réponse quand même, puisque tous ces documents ont été transmis lors du conseil municipal d'installation, le 28 mai 2020. Je vous invite à regarder le PV de réunion, je vous invite à le regarder. Il en a d'ailleurs été fait lecture, notamment la charte en séance qui est filmée. Il n'a été donné lecture qu'à la charte, mais pas aux articles. Ils ont été listés. Voilà, et moi je l'ai là. Voilà. Oui, bien sûr. Là, voilà. Ensuite, comme vous dites,
C'est la charte. Concernant la charte des élus locaux, elle est disponible bien sûr pour tous les conseillers, les élus, et voilà, libre à vous de la consulter, libre à vous de venir aussi nous consulter. Madame Collard est là pour aussi aider les élus quand il y a une incompréhension sur les droits ou les devoirs. Il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé de faire une séance complète sur le statut de l'élu local. Moi, je l'ai eu en réunion des maires. Je peux vous dire que c'est un peu soporifique. Les simples conseillers municipaux, M. Guéric, vous pourrez tout aussi bien avoir accès à l'endroit. Quand vous me dites que ça a été distribué, je vous renvoie à votre PV où il est bien noté que a été lue la charte, mais pas les articles suivants avec. Je peux répondre? Donc, effectivement, les articles n'ont pas été lus, mais n'ont pas à être lus. En revanche, le fascicule a été remis avec la convocation, ou du moins sur table, lors de la séance du 28 mai 2020. Et j'ai regardé la vidéo du conseil municipal. Le maire me précise qu'un certain nombre d'éléments ont été remis, mais qu'il ne procédera pas à la lecture complète. La seule obligation légale, c'est la lecture de la charte. D'accord. Voilà. Donc, c'est une question aussi. Je vous ai à tous transmis ces documents-là par mail, à l'occasion si ça vous intéresse. Je continue. Je vais revenir un peu, attendez, parce que j'ai pas. Excusez-moi. On n'a pas fini. Vous m'avez posé une question sur la revalorisation des indemnités. Quand vous dites que vous avez augmenté, non, je veux dire, c'est pas les élus n'ont pas augmenté leur indemnité, ils ont été revalorisés. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça a été revalorisé en 2019 parce que l'État a estimé que les maires avaient des charges de travail, et les élus, d'ailleurs pas que les maires, avaient des charges de travail supplémentaires, qu'ils étaient, que ce soit une grosse commune ou une petite commune, ils étaient tous soumis aux mêmes contraintes et aussi à tout ce qui peut être enjoint par la justice. Donc, toutes les communes de moins de 3000 habitants ont été revalorisées. Il y a eu des points d'indice, mais ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est-à-dire qu'on a seulement appliqué les points d'indice. Vous aviez le choix de ne pas impliquer ces mots-là, M. Caleb. C'était une proposition. Quand vous travaillez, c'est-à-dire que quand on vous donne des charges supplémentaires, vous dites non, moi je n'ai pas besoin de ça. Je dis simplement que je ne peux pas vous laisser dire que c'était une obligation quand on sait tous que c'était une proposition. Je n'ai jamais dit que c'était une obligation, mais ce sont des points d'indice qui ont été appliqués à la communauté de communes, dans beaucoup de communes, par beaucoup d'élus. C'est une reconnaissance de l'État au vu du travail des maires des petites communes. Mais en plus, mon propos n'était même pas là. Je ne sais même pas pourquoi vous me parlez ça, parce que ça va atterrir dans ma question 3. On va y voir tout à l'heure. Mais je ne vous réponds pas maintenant. C'était à Charles. Alors, allez-y, je vous en prie. Voilà, question 3. Vous avez tellement hâte de me répondre que vous anticipez les cas. Donc, je mets la question orale numéro 3, concernant les crédits d'heures pour participer aux réunions. Au CM, le dernier CM, on nous a dit qu'il y avait des crédits d'heures. L'employeur est tenu de laisser un salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour exercer son mandat. Pour les communes de moins de 3500 habitants, la durée légale du crédit d'heures par trimestre est de 10,5, soit 42 par an. L'employeur n'a pas obligation de rémunérer les temps d'absence du salarié. Les pertes de revenus subies par le salarié élu municipal qui ne bénéficie pas d'indemnité en fonction peuvent être compensées par la commune. Cette compensation est limitée à 72 heures par an. Chaque heure est rémunérée à 1,5 fois la valeur du SMIC par élu et par an, montant maximum 16,91. Le montant total des indemnités élues à Charleval, maire adjoint conseiller délégué, a considérablement augmenté en 2019. Indemnité 53 194 plus cotisation retraite 2275, soit 55 469. En 2023, indemnité 71 500 plus cotisation retraite 3100, soit 74 600. Soit plus 34 € d'augmentation entre 2019 et 2023. Ma question orale, elle porte sur: pouvez-vous inscrire au budget, après recensement des besoins par la Commission Affaires Générales, un montant permettant la compensation des pertes de revenus subies par les collègues salariés
élus conseillers municipaux qui peuvent prétendre à la compensation comme prévoit la loi. Question hyper simple. Donc, vous avez oublié vous parlez des salariés, mais il y a aussi les indépendants, les libéraux. Oui, bien sûr. Les commerçants. Mais là, c'est la loi sur les salariés. Hein. D'accord, mais bon, voilà, je peux penser aussi un petit peu à tout le monde si vous êtes là. Mais après, les libéraux, voilà, ils ne peuvent pas prétendre à une indemnité de 16,91 €. Est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent s'exprimer? Est-ce que vous sentez Qui est concerné? Qui est concerné déjà? Parce que moi, je veux bien qu'on fasse remonter le besoin, je suis assez ouvert à ça, mais est-ce qu'il y a des conseillers qui sont concernés? Oui, aussi, mais après, moi, techniquement, je peux pas me permettre, quoi. Même si. Non, mais ce que tu dis, c'est bien, c'est légal, mais moi, techniquement, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai des contraintes par rapport à mon métier, j'ai des responsabilités qui sont là et je peux pas dire à mon employeur, écoute, même si c'est pour une bonne action, je peux pas me permettre, je peux pas me libérer comme je voudrais. Malheureusement, par rapport à mon emploi, j'ai des contraintes qui sont là et je fais au mieux, voilà. Mais je peux pas. Moi, par exemple, je sais que je pourrais pas me libérer facilement, je pourrais pas. Mais après, il y a des gens comme Atman qui ne peuvent pas se libérer la semaine, notamment pour aller aux commissions. Par contre, le week-end, ils sont au taquet, les gars. Tous les week-ends, ils sont là. Mais c'est même pas mon propos, je dis simplement. Que sur une association là par Je dis simplement qu'il y a des droits des élus, qui pour pouvoir faire leur boulot d'élu, ils ont droit à 42 heures, en l'occurrence ici à 16,91, et que s'ils sont en commission, ils peuvent prétendre à ces 16,91 là. C'est ce que je dis. Je dis pas qu'ils ne sont pas le week-end, je dis pas autre chose. Qui décide si c'est ok ou pas? C'est nous, enfin, c'est un droit, c'est la Je suis d'accord, mais moi si je vais voir mon employeur, je lui dis ça. Il va me dire quoi? Ton employeur, il doit te laisser à haute... Il ne peut pas t'interdire de participer dans le cadre de tes fonctions. Par contre, il n'est pas obligé de te payer. À venir avec toi, le voir. Parce que vous avez l'air de vous y connaître en droit et du coup peut-être que lui un peu moins. C'est pas que je lui connais en droit. En fait, si on avait tous... parlais que de droit, moi. Oui, mais Cyril, si on avait eu vraiment tous nos droits au tout début, je pense que tu aurais le même niveau que moi en droit ce soir. Hein. D'accord? Bah oui, c'est écrit normalement dans la charte qu'on nous a fait. C'est le tout ça, moi ça m'intéresse moins que le terme en fait. C'est dommage que les élus, les conseillers municipaux ne soient pas intéressés par leurs droits. Alors ça, moi, ça me... Voilà. Mais ça dépend. C'est quoi la question après? Bien. Donc, dans tous les cas, s'il y a des besoins, s'il y a des conseillers municipaux qui expriment ce besoin-là, on peut les recueillir, il n'y a pas de problème. C'est ce que je demande. Pas fermé à ça. Voilà, c'est tout ce que je demande. Bien. Alors, la 4, la question à 4, il y en a 6, je vous les envoie. La loi engagement et proximité, article 21, 23, 24, 1, en vigueur depuis le 29 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie publique, impose de nouvelles obligations de transparence en matière d'indemnités perçues par les élus locaux. Cette loi rend obligatoire pour tous les maires et présidents de PCI la présentation aux élus en annexe du budget annuel d'un état nominatif en euros de toutes les indemnités de toute nature perçues par les élus en raison de leur élection au conseil municipal ou intercommunal, indemnités de conseillers et indemnités perçues en raison de leur désignation dans des organismes où ils représentent leur collectivité. Cet état doit être communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Dans un but de transparence, chaque citoyen a le droit d'en être informé. Depuis 2020, que nous sommes élus, cet état ne nous a jamais été communiqué, ce qui contrevient à la loi. Lors du conseil municipal du 31 mars, consacré en partie au vote du budget, nous avons demandé, faute de l'avoir eu avant, comme l'exige la loi, qu'il soit établi et nous soit transmis dans les meilleurs délais. À ce jour, nous n'avons toujours rien reçu. Ma question, Monsieur Calais, pouvez-vous vous conformer à la loi et nous communiquer enfin cet état, ou devons-nous saisir la commission d'accès aux documents administratifs? Non, je ne dirais pas jusque-là. Bien sûr, le document est prêt. Je ne connais pas, voilà. Je veux dire, la loi, moi je ne suis pas juriste, hein, je n'ai pas la Bible près de moi, ma table de chevet. On a
péché aussi par ignorance. Je ne pense pas que dans d'autres, je me suis renseigné auprès de mes collègues maires, et puis dans le passé, ce qui s'est fait ici, je ne pense pas qu'il y ait un état vraiment aussi précis. C'est depuis 2019 là. Non, il n'y a pas de souci. Bon, quoi qu'il en soit, le tableau est prêt, il n'y a pas de problème pour la transmission, mais je souhaiterais qu'il soit transmis et je souhaiterais qu'il passe en commission, parce que transmettre des chiffres sans expliquer à quoi ils correspondent et quelles sont les tâches de chacun, je trouve que ça pourrait aussi être très mal interprété. C'est-à-dire que, voilà, quand on dit, voilà, tel chiffre, merde. Pas de problème. Okay, hein. La loi sur la transparence, elle dit juste qu'il faut les publier. Moi, que vous les expliquiez, ça ne me dérange pas. Voilà, je dis, c'est prêt, le tableau est prêt, on le passera en commission, et puis chacun, tous les gens concernés pourront dire, voilà en quoi concerne mon travail, pourquoi je touche cette indemnité, et puis il y a aucun problème sur la transparence. Très bien, je vous remercie donc de nous transmettre quand même. Merci. Question numéro 5. Depuis 3 ans, une conseillère municipale de la majorité, sitôt élue, a déménagé et n'a jamais assisté à un seul conseil municipal. Je rappelle l'article 6 de la charte de l'élu. L'élu participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Que dire de cette situation? Tous les conseillers doivent siéger au minimum au conseil municipal. Naturellement, il peut y avoir des empêchements. Être conseiller est un choix et pas uniquement un prête-nom pour arriver à atteindre le nombre de conseillers nécessaires pour réussir à constituer une liste. Monsieur Calais, que comptez-vous faire pour remédier à cette situation? Bon, vous parlez d'une collègue, bien sûr, qui était avec nous au premier mandat, qui a été déléguée au CCAS et qui a fait un excellent travail au premier mandat, qui a souhaité se représenter en 2020 et pas parce qu'on lui avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Elle était tout à fait consciente du travail que représentait le fait d'être élue. Après, sa vie a changé, sa situation familiale a changé. Elle a souhaité ne plus participer. Elle ne m'a jamais non plus, on s'est rencontrés, on s'est vus. Je lui ai dit, voilà, tu en es où? Moi, je n'ai plus de disponibilité pour le faire. Est-ce qu'il faut que je démissionne? Je lui dis, ça ne changera pas grand-chose, il n'y a pas un intérêt à ta démission. Simplement, tu n'auras pas de pouvoir. On ne va pas donner ton pouvoir à quelqu'un puisque tu ne suis plus les affaires de la... Elle a régulièrement donné son pouvoir, hein. Je suis désolée. Il y a eu des conseils où elle a donné son pouvoir. Ça, c'est facilement vérifiable. En tout cas, plus depuis que je l'ai rencontré. Au début, certainement, mais depuis que je l'ai rencontré. Après, le maire, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Est-ce que nous avons un intérêt à lui dire, voilà, envoie-moi ta lettre de démission? Pourquoi pas? Je pense qu'elle le ferait. Le seul qui a le pouvoir de procéder à la démission d'une déléguée ou d'une conseillère municipale, c'est le préfet. Voilà. Est-ce que ça va changer l'ordre des choses? Je dis simplement qu'il y a un article 6 qui dit qu'on doit participer avec assiduité aux organes. Ça fait 3 ans, elle n'était même pas là au conseil municipal d'installation. Donc est-ce qu'on se dit on distribue la charte, puis après on s'en fiche, ou alors on se dit non, en fait, elle ne participe pas, est-ce qu'on ne peut pas l'engager à démissionner? On aura de toute façon dans la majorité une personne de moins. Ça ne vous donnera pas de toute façon un poste. Mais non, c'est simplement chez nous. Je comprends pas. Ce n'est même pas le principe. Si vous voulez une lettre de démission, je peux la contacter et lui demander sa lettre de démission. Mais voilà, je ne vais pas aller la chercher avec les gendarmes, il faut lui dire attention. Monsieur Calais, est-ce que mon propos il est là? À chaque fois, vous noircissez plus. Mais je ne comprends pas le sens de votre question. Le sens de ma question, il est qu'on nous demande de respecter une charte de l'élu. 3 ans, on est à mi-mandat. 3 ans qu'on constate qu'une conseillère municipale n'est jamais présente. Je vous dis, eu égard à la charte qu'on nous demande de respecter, est-ce que ça vous semble pas, est-ce que ça vous semble normal
qu'il se passe, qu'on dise rien Je ne dis là-dessus. pas que c'est normal. Bah, Je si dis vous que je tendez à le peux dire. comprendre que certaines situations évoluent et par reconnaissance aussi à ce que cette personne a apporté à la commune en 2017, je pense qu'il y a des égards. Voilà, si maintenant je dis, si vous voulez absolument une démission, il y aura une lettre de Je démission. dis simplement Après, c'est qu'elle pas la savait première. qu'elle allait déménager. Je dis simplement qu'aux prochaines élections, si on admet que des conseillers fassent partie d'une liste, mais peu importe la liste, hein, Bon, d'accord, peu parce que vous importe. êtes Madame Irma, vous savez à l'avance ce que Non, vous je dis simplement, puisque ça se pratique ici depuis 3 ans, alors on pourra admettre aux prochaines municipales, des conseillers se mettent sur une liste et ne participent pas au Eh ben, conseil si on faisait la municipal. synthèse du nombre de démissions depuis 2017, D'accord. on est pas mal, parce qu'on n'a pas beaucoup de démissions. Parce que vous parlez d'insulter, je crois qu'il y a... Je sais, à chaque fois, Je n'ai pas calculé combien de personnes ont démissionné, mais c'est peu. Peut-être que M. Emery, pour des convenances personnelles, parce qu'il est parti. Il a déménagé. Il a déménagé. Ça a toujours été pour des problèmes particuliers. Mais on ne peut pas dire qu'on a un taux défection. L'objectif de ça, en fait, Je vois, si cette dame démissionne, si cette dame démissionne, il faut réintégrer quelqu'un. Foncièrement, ça ne change rien. Au fonctionnement. Sauf que c'est important de signaler qu'il y a quand même des droits d'élus cette fois. Oui, mais. Non, c'est pas ça. Mais en fait, vous prenez le boulot de conseillers municipaux, mais carrément à la légère. Non, je dis, quand j'entends que Cyril en face. Non, mais. Vous êtes qui pour pouvoir Monsieur prétendre Calais, faire deux choses je réponds à mon collègue qui vient de me dire oui, maître, vous croyez pas que ça c'est douteux? C'est honteux, c'est mon propos. En fait, c'est ça. Tu fais ton rôle d'opposante, c'est bien. Systématiquement, quand on dit des choses qui vont pas, pour vous, ça se résume à je digresse, je fais de la polémique. C'est comme ça tout le temps. Mais si, observez. Je prends un exemple. J'ai une candidate qui s'appelait Cécilia Gédef de Azevedo, en Poissy d'ailleurs à Charlevoix, enfin à Espace Libre. On l'a quasiment pas vu de mandat. Nos prédécesseurs, on l'a quasiment pas vu. Enfin, j'étais pas encore élue. Est-ce qu'on lui a demandé de démissionner? Mais, c'est quand même ça. C'est pas un cas exceptionnel. Je veux dire, Madame Payet, c'est pas un cas exceptionnel. C'est des choses qui arrivent dans les conseils municipaux. Qu'est-ce que ça apporte Je dis ça, je sais pas. On ne va pas prendre le débat. C'est la loi. Il faut rien dire en fait. Il faut rien dire. C'est très bien. Il faut rien dire. Surtout pas. Je peux vous dire, si vous voulez une lettre d'émission, il y aura une lettre d'émission. Puis voilà. J'appellerai Madame Bien. On peut passer à la question suivante. C'est quoi après la question? C'est la dernière. C'était la dernière? Non, c'est la dernière, celle-ci. Un conseil communautaire s'est tenu le 13 avril 2023, pendant lequel l'un des sujets mis à l'ordre a porté sur la fin de la gratuité des transports scolaires pour les familles du territoire. Une majorité d'élus a voté pour la fin de la gratuité parmi lesquels les élus représentant la majorité de Charleval. Je ne vous remets pas la délibération du conseil communautaire. Cette proposition d'arrêt de la gratuité présentée par Pascal Calais, maire de Charleval et 5e vice-président environnement, développement durable et mobilité, a suscité un grand nombre de discussions et de désaccords entre les conseillers communautaires. Cette séance aura permis de mettre en exergue que des élus représentant pourtant la même commune ont voté différemment. Puisque les élus, ma question c'est, puisque les élus communautaires sont des représentants de leur commune, ne serait-il pas normal que les délibérations qui doivent être prises en conseil communautaire soient étudiées au préalable par les conseillers municipaux de chaque commune? Cela éviterait d'une part que les votes des élus communautaires d'une même commune soient discordants et d'autre part que des élus communautaires représentent réellement leur commune. Bref, cela ne ferait pas de mal à la démocratie. Moi, je pense que le contraire, ce serait peut-être dommageable pour la démocratie. Justement parce que chacun vote en son âme et conscience. C'est pas parce qu'on est dans une majorité qu'on est forcément d'accord. On est 4 conseillers communautaires, on n'a pas forcément toujours les mêmes idées. On vote pas toujours la même chose. Et c'est ce qui fait la richesse de la démocratie. Je dis simplement, oui, je sais, liberté, égalité,
Je dis simplement que les conseillers communautaires, excuse-moi Patrick, parce que dans mon propos, je t'ai oublié, mais je te prie de m'excuser. Je dis simplement que, je m'interroge, je me dis, puisque les conseillers communautaires représentent leur commune, ma question est de dire, est-ce que les sujets, puisque vous êtes censés, Maude, Christiane, Patrick et M. Calais, nous représenter la commune au conseil communautaire, est-ce que ce ne serait pas judicieux que les sujets puissent être aussi discutés avec nous, de telle façon à ce que quand vous allez en conseil communautaire, vous représentez bien l'esprit de notre commune? C'est ma question. C'est pas dans 2 minutes. C'est compliqué, voilà, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on va aborder ces sujets-là dans la commune qu'on sera forcément d'accord, c'est ce que je veux dire. Mais oui, mais ça ne vaut pas grave, mais au moins il y aura eu un échange, et quand vous vous positionnez au conseil communautaire, vous êtes vraiment... vous êtes toujours d'accord ici, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Mais nous, on n'est pas forcément d'accord. Ce que vous me faites remarquer, c'est valable pour toutes les instances. Mais bien sûr. Vous avez le SIAPAP, le SIAP, le CIMA, le syndicat des gymnases, le SIDA, le CIBOD, chacun vote en son âme et conscience. Enfin, maintenant, on a l'impression qu'il y a les élus fasse des ici. réunions pour tout ça, pour tous ces sujets qui vont être traités avec tous les représentants de chaque syndicat. On peut dormir. Non, mais les conseils, ils se prennent quand même des décisions très importantes à la communauté de communes, et je pense que ce serait pas mal. Moi, je pense qu'il serait bien qu'on puisse être informé des sujets, qu'on en discute avant que nos conseils. Non, avant que vous nous représentiez un conseil communautaire. Oui, mais on ne se voit pas là-dessus. C'est juste une proposition, c'est de dire il y a des sujets importants. Tous les conseils municipaux reçoivent les documents. Et voilà, la porte n'est pas fermée, vous pouvez venir nous voir. Il n'y a aucun problème. Il y a 4 représentants de la commune à la communauté de commune, un vice-président, vous l'avez dit, voilà, venez nous voir. D'accord. À ce propos, j'en profite pour vous dire que l'équipe citoyenne aurait été contre effectivement la suppression de la gratuité pour les familles. J'en profite puisqu'on ne s'est pas vu avant, je peux vous le dire maintenant. Voilà. Donc j'ai lu effectivement votre analyse. J'étais un petit peu quand même surpris, comparer ça à la Tour Eiffel. Vous dites que la Tour Eiffel est payante quand même, oui, parce que... Non mais monsieur Calais, vous dites qu'on va supprimer le service du transport scolaire parce que nous serions la seule Comcom à pratiquer la gratuité. Je dis, est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que nous sommes les seuls à voir la Tour Eiffel qu'il faudrait arrêter d'en avoir une en France? C'est pas un argument être les seuls. Vous ne comprenez pas c'est cette pas un question. C'est une question de participation, c'est tout. Je crois que vous ne comprenez pas le rôle d'un vice-président. D'accord. Le vice-président en charge, alors c'est moi qui suis en charge de la mobilité, certes, ça aurait pu être aussi un de mes collègues qui aurait eu le même langage que moi, où on suit une politique générale de l'EPCI. Le vice-président, il n'est pas là pour donner son avis propre, il le fait lors des réunions VP, il le fait lors des réunions de bureau, mais le jour où on présente la délibération, on se doit d'être factuel et de représenter la majorité des instances de la communauté de communes. Donc voilà. Parce que les arguments, comme vous dites, on a l'habitude des arguments complètement farfelus de M. Calais, ce n'est pas les arguments farfelus de M. Calais, ce sont les arguments qui ont été portés par la communauté de communes. Je dis simplement que le fait de dire que c'est la seule communauté de communes, ce n'est pas une raison pour arrêter. Mais ce sont forcément des sujets qui font débat, vous imaginez le. Moi, je vous donne bien sûr, il y a eu des débats, 20 minutes de discussion, les maires sont au créneau, etc. Il y a eu des débats. C'est peut-être pour ça que dans certaines communes, les propres représentants de la communauté de communes n'étaient pas d'accord. Et c'est ce qui fait la richesse du débat. Moi, je suis entièrement d'accord. Maintenant, en fait, ils ne représentent pas vraiment... Mon idée personnelle, si vous la voulez, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Pour la répartition des ressources. C'est-à-dire que, en tant que vice-président, j'estime qu'il faut que ces ressources, qui sont nos impôts, qui sont tout ça, aillent à tout le monde, et pas forcément qu'à une seule catégorie de personnes. J'ai été papa, j'ai eu des enfants, je suis grand-père, ils utilisent des transports scolaires. Bien sûr que la gratuité des transports scolaires, c'était très bien, mais il faut aussi que les autres habitants qui payent aussi des impôts, qui ne bénéficient pas de ces services-là, puissent avoir aussi des transports, de la mobilité qui leur soit dédiée. Et moi, sur ce partage, je veux dire, des recettes, je suis entièrement d'accord. Et c'est d'où ma position. Mais je pense que la politique en général, elle ne se voit pas mobilité, petite enfance, etc. On peut dire que la CDC, elle propose des services à l'ensemble de la population. Il y a des parents qui bénéficient de crèches,
ils n'ont pas besoin de mobilité. Donc je pense que ça se voit à l'aune de la globalité d'une politique de territoire par point, pas point par point. Voilà, je veux dire, on ne va pas revenir sur la gratuité, ça a été voté, ça a été 30 mois. Bon voilà, vous savez quand même que le coût d'un élève, c'est 1 200 euros, 1 300 euros. Les gens vont payer, les personnes vont payer 32,50 € par an, ou parfois 16,25 € s'ils ont un coefficient inférieur à 500. Ça fait 20 centimes par jour. Sur une année. Oui, enfin, vous savez, ça a fait débat. Vous admettez que ça a fait débat, que des maires n'étaient pas d'accord, mais je partage l'avis de ces maires qui n'étaient pas d'accord. Ah ben oui, mais enfin, vous savez que c'est plus facile quand on est VP de passer, par exemple, des faux de concours ou des subventions qu'on attribue à des associations que de passer ce type de réforme. D'accord, c'est pas facile. Une réforme. C'est une réforme. Ah oui, c'est une. Donc, ça fait partie de mon travail et je l'assume totalement. Voilà. Donc, on sera très attentif la prochaine fois quand nous allons recevoir les dossiers de la CDC et on n'hésitera pas à venir vous dire après, vous pouvez aussi assister au conseil communautaire. Mais je pense que mon collègue Christian y assiste et me fait des comptes rendus du conseil communautaire et d'autres participants au conseil des habitants. D'ailleurs, c'est très bien. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas que les élus qui peuvent participer à un conseil municipal et à un conseil communautaire, mais que les habitants sont aussi invités à y participer. Voilà, donc je terminerai sur ça. Après, je trouve que le système de fonctionnement est assez bien fait en communauté de communes. Vous avez quand même une réunion de VP, vous avez quand même derrière vous avez une commission. Donc là, en l'occurrence, ce sujet-là est passé dans 2 commissions différentes, le budget et puis développement durable et mobilité. Vous avez une réunion de bureau avec tous les maires du canton, enfin pas du canton mais de la communauté de communes, et ensuite un conseil municipal. Donc tout le monde peut s'exprimer. Autour de cette table, tout le monde s'est exprimé, Pierre Deschaux l'a fait, d'autres l'ont fait. Tout le monde a exposé voilà, son ressenti, ses revendications et puis sa façon de penser. Après, le vote a été en fonction de ce que les personnes ont entendu, s'ils ont été sensibilisés ou pas. Il n'y a pas plus démocratique que ça. Alors oui, c'est toujours embêtant quand on est contre quelque chose et que ça ne passe pas. Je peux vous l'accorder, c'est frustrant. Et ça fait partie de notre démocratie, de notre système de fonctionnement. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on peut... si j'ai quelques infos avant que vous partiez quand même. Je n'ai pas beaucoup d'infos, mais j'en ai 2. Tout d'abord, la mise en place d'une ligne régulière Charleval-Rouen, donc c'est officiel. Les horaires, c'est pas ce qu'on aurait préféré, mais on n'a pas eu trop le choix. J'avais proposé 4 horaires, c'est 6h25 pour le matin et 19h le retour, 48 pour le soir. 6h25 le matin ? Voilà, et 19h48 pour le retour. Cette ligne, donc, c'est une ligne provisoire, c'est un essai qui a donc été validé pour 6 mois. À partir de quand, pardon ? À partir du 1er septembre. Donc il y a une campagne de publicité qui va être faite. Il faut que je recontacte Madame Accard de la région, avec un bus qui va venir, avec des explications, des flyers qui vont être distribués. Enfin, en tout cas, on va essayer de communiquer le plus possible. Ensuite, je vous donne quelques infos sur la DETR. Pour le lavoir, donc on vient d'obtenir la DETR pour le lavoir, 14 958 €, avec le département, dans le cadre de Mon Village, Mon Amour, 11 500 €, pour un total de 37 395 € de travaux. À savoir qu'on attend, on a aussi été présenté le dossier à la Fondation du patrimoine des Patrick, et on attend aussi peut-être des fonds de la Fondation du patrimoine. Donc c'est, je pense, un projet qui risque d'avoir un reste à charge assez faible pour la commune. Le boulodrome, pour les personnes qui jouent au boule souvent sur le terrain de football, là-bas à côté du terrain de football, eh bien c'est accepté. On a 1 248 € de subvention pour le boulodrome et le coût du boulodrome est de 3 500 €. Donc on va pouvoir satisfaire aussi des Charlevalais qui n'avaient pas de boulodrome attitré. Et puis pour l'église, donc la réparation du chéneau de l'église, il y avait des fuites à revoir, donc on a eu une subvention de 1 640 €
pour un montant de travaux de 4 100 €. Donc on va pouvoir aussi refaire le schéma de l'église. Voilà en ce qui concerne les différentes informations que j'avais à vous transmettre pour le conseil municipal de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, je vous remercie.